Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui avec Fernando et Jean-Paul Gauche, on est au Luxembourg et je suis venu essayer cet objectif décentrable, basculable de Fujifilm, le 30 mm TS 5.6 pour GFX 100 Mark II. Donc on va essayer ça. Donc merci à eux deux de m'avoir fait une grande balade pour l'essayer dans tous les sens. Mais je n'ai pas oublié de dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com. Alors ça va les ennuyer parce qu'ils sont là en train d'attendre pendant que je le dis. Voilà, ok. Donc ouais, important, je t'en parle en fin de vidéo. Ça permet de te former à la photographie. 3 trucs importants. Le premier, si tu t'inscris à la formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Le deuxième, si tu allais te former une fois à la retraite, bon toi tu es déjà à la retraite, c'est pas bon, mais faut t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, à ton compte, tu peux sans aucun problème. Donc inscris-toi avant de partir. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, sauf pour les demandeurs d'emploi, il faudra payer une partie de ta poche. Donc inscris-toi au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date d'application de la loi. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Alors je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit. Inscris-toi et participe. Donc merci Jean-Paul, merci Fernando. Merci. On attaque. Merci à toi. Allez, on attaque. Abracadabra. Et voilà, je suis à Tenerife. Alors, il y a quelques mois, j'ai enregistré ça. Je n'avais pas encore préparé mes conclusions et tout ça. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Mais avant, je veux dire un grand merci à Olivier Saint-Géry de Fujifilm France. Sans lui, ces essais n'auraient pas été possibles. Il m'a passé donc le GFX 100 Mark II, donc j'ai fait une présentation de cet appareil et aussi le 55 mm 1.7 et le 80 mm 1.7, deux objectifs fantastiques, et il me restait à présenter ce 30 mm qui est superlatif. J'aurai aussi une vidéo sur un 110 aussi, mais pas encore. Et c'est un objectif exceptionnel ces objectifs à décentrement et bascule, beaucoup de gens qui sont récemment arrivés à la photographie ignorent qu'ils existent, et autrefois ces objectifs s'utilisaient énormément, mais en numérique, sauf certaines marques indépendantes, il n'y en a pas vraiment, quoi. Et en moyen format, c'est le seul qui existe. Moi, Fujifilm en a sorti deux, et on va parler de ce 30 mm qui est un objectif, vraiment un outil de travail pour tous ceux qui font du paysage, de l'intérieur, de l'architecture, des choses comme ça. Donc on va voir l'application. Donc là, je vais repartir sur Metz, à ce que j'ai enregistré, hein, je ne vais pas reprendre l'avion tranquille, te montrer les premiers plans, comment ça marche, le décentrement, la bascule et tout ça. Et je vais suivre avec des exemples d'applications que j'ai fait, voilà les photos que j'ai fait pour que tu vois l'avant et l'après en utilisant la bascule ou le décentrement et l'utilité que ça a. Et après on se retrouve pour mes conclusions. Mais enfin t'imagines déjà, c'est vraiment un objectif du tonnerre. Voilà, continuons. Alors une petite rectification dans l'introduction, j'ai dit que c'est pour le GFX 100 Mark II. Non, je l'ai essayé avec le GFX 100 Mark II. C'est pour n'importe quel appareil Fujifilm monture GFX. Ok, que ça soit depuis le premier 50 qu'ils avaient sorti jusqu'au dernier. Voilà, donc pas de souci. Voilà. Alors voilà, l'engin, on dirait Robocop, c'est de la folie cet objectif. Alors comme tu vois, il y a une patte pour le mettre sur un trépied, parce qu'en fait, d'abord il est assez lourd, il pèse 1300 grammes, 1350, un truc comme ça. Et quand tu fais ce genre de photo avec un objectif comme ça, c'est pour l'architecture, le paysage, eh bien il faut être stable pour faire apporter les corrections. Ouais, donc je vais le poser sur le trépied pour te montrer les déplacements et tout ce qu'il fait. Voilà. Mais comme tu vois, c'est un truc qui est vraiment costaud. Voilà. Le support, ça va me permettre de tourner l'appareil comme je veux, ok. Mais ça, comme n'importe quel support de trépied sur un objectif. Et là, on va voir qu'il y a des boutons un petit peu partout. Là, il y a des molettes qui servent à contrôler la friction, c'est-à-dire si ça va se déplacer facilement ou pas. Ici, il y a une sécurité, c'est pour la bascule, le tilt. Super important. Si jamais tu n'as pas besoin de la bascule et que tu as bougé même un demi-degré, tu vas avoir des problèmes de photo floue. J'ai eu le problème que je n'avais pas bien bloqué, je pensais qu'il était à 0, il n'était pas à 0. Donc c'est super important, le tilt c'est seulement pour changer la profondeur de champ. Voilà, donc il faut utiliser ce lock et ce blocage. Et de l'autre côté, tu vas voir, alors c'est impressionnant ici, hein, tu vois, 105 mm de diamètre le filtre avec pare-soleil. Et là quand tu regardes de l'autre côté, tu
tu as pour le déplacement. Alors, je vais débloquer le tilt pour que tu vois. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est l'appareil qui bouge. Ce qui est le meilleur moyen d'avoir une correction idéale. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le tilt. Et ça change ça se touche pour changer la profondeur de champ. Et après, il y a le shift. Et le shift, c'est déplacer vertical ou horizontal. Et ça s'utilise pour changer la perspective. Ok? Donc on voit, c'est l'appareil qui monte ou qui descend, en fait. Voilà. Et en plus, il y a d'autres choses. Imagine, là, je suis en train de déplacer verticalement, mais je veux peut-être pas, je veux peut-être horizontalement. Eh bien, je peux tourner mon appareil, voilà, là, 90 degrés, mais je veux la photo en horizontale, donc je débloque ça, hop, voilà, je rebloque, et maintenant, mon tilt est horizontal. Mon shift, pardon, mon déplacement est horizontal, voilà, ok. Donc, suivant ce qu'on va faire, par exemple, pour faire un panorama, on peut très bien déplacer, faire 3 photos, 4 photos, ce qu'on veut, voilà. Alors, les 3, c'est bon, hein, une au centre, une chaque extrême et tout ça. Mais comme on voit, ça a l'air un peu compliqué au début. Alors là, j'aurais pu tourner le tilt. Là, je tourne là, et là, c'est le tilt qui est dans l'autre sens. Et je pourrais retourner là, voilà. Et maintenant, j'ai un tilt, un déplacement horizontal. Non, j'ai un déplacement, pardon, vertical. J'ai un déplacement, il est où là? Il est parti là. J'ai un déplacement horizontal et un tilt. Ah, faut que je débloque. Aussi vertical. Voilà, donc il y a toutes les combinaisons possibles. Alors la rotation, c'est 30, 60 et 90 degrés. Mais comme tu entends, il y a un clic à chaque fois. Je ne sais pas si tu as entendu, ok. Le clic final, oui, mais intermédiaire. Voilà, donc c'est assez précis à utiliser. Au début, c'est un peu confus, quoi. Mais tu peux faire vraiment tout ce que tu veux dans tous les sens. C'est vraiment superbe. Alors, si jamais tu veux me filer un coup de main et que tu as acheté du matos chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui marque code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je communique régulièrement sur mes réseaux sociaux leur code promo. Donc, je te remercie beaucoup parce que ça m'aide vraiment. Continuons. Alors, on va voir les exemples. Cette première photo, c'est une dans Metz, en Lorraine. Bonjour les Lorrains, bonjour à tous là-bas. Une maison dans une rue. Alors, je suis en contrebas. Et comme tu peux voir sur la première photo, eh bien, la maison est élancée, hein, comme on pourrait dire, puisqu'il y a, en étant près, et encore là, je ne suis pas trop près, donc c'est pas trop marqué. Tu verras d'autres photos, c'est plus fort. Eh bien, là, tu vois que, en passant avec une correction de décentrement, j'ai rectifié les lignes verticales qui deviennent parallèles. Voilà. Ok, donc ça, c'est le principe même. Alors, certains vont me dire, oui, mais Eric, ça, je peux le faire en post-production. Effectivement, mais attention, il y a une grosse différence entre faire en post-production et le faire avec un objectif à décentrement et bascule. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, quand tu le fais en post-production, il faut que tu fasses d'abord une photo beaucoup plus large que nécessaire parce que tu ne sais pas, en faisant la correction, qu'est-ce qui va tomber, ce qui va tomber hors de la photo. Ok. Donc, il faut que tu prévois beaucoup plus, donc tu vas perdre de la qualité et de la résolution. Tandis que là, tu vois directement, en faisant la correction, quelle partie de la photo tombe hors quelle partie du sujet tombe hors de la photo, disons. Et deuxièmement, quand tu fais la correction en post-production, en fait, ça étire les pixels. Ah bah oui, si un pixel, il doit faire, au lieu de un quart de millimètre sur ta photo, il doit faire 1 centimètre, bah évidemment, ça fait un flou. Donc tu perds énormément de qualité. C'est ça la grosse différence entre une correction optique et une correction en post-production. Alors maintenant, une photo de la place qui est devant l'église, devant la cathédrale, excusez-moi, messieurs de Metz, messieurs et mesdames de Metz, non, la cathédrale, ok. Donc là, tu vois, cette place, la correction, pareil, qui me permet d'avoir toutes les lignes verticales en parallèle. Alors, l'exemple suivant, j'ai bien aimé parce que c'est une rue très étroite. Donc là, ça se voit encore plus parce que je suis dans la rue. Et comme tu vois, ça a un point de fuite qui est complètement en flèche vers le haut, tu vois, ça devient tout étroit en haut. Et là, regarde la correction que j'obtiens facilement, ce qui fait que je remets chaque côté de la rue en parallèle. Et là, ça devient, au niveau architecture, complètement correct visuellement. La photo suivante, c'est la cathédrale. Pareil, souvent quand il y a des monuments en ville, on n'a pas de recul suffisant
pour ne pas avoir trop de corrections à faire. Et là, dans ce cas-là, eh bien, de toute façon, même si j'étais loin, dans ce cas-là, il faudrait que je refasse une recoupe puisque ça serait pas bon, quoi. Donc là, on voit comment j'ai fait l'avant et l'après. Et on voit cette correction. Maintenant, j'ai une cathédrale qui a des murs qui sont parallèles. Alors, attention, il y en a qui disent, ah ben, moi j'aime bien ces points de fuite et tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je te parle que tu veux faire une photo qui soit, au niveau architecture, correcte. Et on peut aussi utiliser ce genre d'objectif pour faire du panoramique, qu'il soit en vertical ou en horizontal, simplement avec un déplacement ou en vertical ou en horizontal. Et là, j'ai fait une panoramique verticale. Comme tu peux voir, j'ai fait 3 photos. La première au centre, puis j'ai déplacé vers le haut et ensuite vers le bas complètement à fond dans les deux sens. Et là, après, j'ai fait un merge, une fusion sous Photoshop. Et comme tu peux voir, eh bien, j'ai une panoramique verticale qui est complètement avec les éléments parallèles, les lignes bien verticales et tout ça. Donc, c'est nickel pour ceux qui veulent faire de la panoramique, que ce soit un paysage ou un monument comme de ce cas-là. Après, sur le pont, sur le fleuve, alors là, j'ai fait les deux, j'ai fait tilt et shift, c'est-à-dire que décentrement et déplacement. Et j'ai fait déplacement et bascule, pardon. Et là, comme tu peux voir, la première photo, si tu regardes bien le premier plan, les feuilles sont légèrement floues, hein, même plutôt floues. Et sur la deuxième, j'ai réussi à avoir tout net. Alors attention, sur la gauche, il y a encore un petit peu de flou. Alors, je ne suis pas un expert dans l'utilisation de ce genre d'objectif, parce qu'il faut vraiment apprendre à l'utiliser. Donc, j'ai fait un cours intensif, si on peut dire, pour pouvoir t'expliquer comment ça marchait et pouvoir juger un peu, tu vois. Et là, bon, tu vois, là, j'ai réussi à faire la correction. Après ce château, en fait, je crois que ça s'appelle la Porte des Allemands. Et la même chose, j'ai fait une correction et comme tu peux voir, il y a une différence entre l'avant et l'après. Et ensuite, on est allé au Luxembourg. Enfin, c'était avant, en fait, je crois qu'on est à Luxembourg, après, je ne sais plus, ou le même jour, je ne sais plus. On est allé au Luxembourg, donc avec Jean-Paul et avec Fernando. Et là, j'ai fait 2 tours. Alors, j'ai fait d'autres photos, hein, mais là, je te présente celle que je vous ai présentée. J'ai fait 2 tours et on voit 2 immeubles. Eh bien, la correction est importante. Au passage, bonjour à Mohamed qui s'est approché dire bonjour, qui m'avait déjà vu l'année dernière chez Digit Photo à Metz avec son fils, à qui je dis bonjour aussi. Et là, il travaille au Luxembourg, donc quand il m'a vu au loin, il est venu me voir. Donc, c'était par hasard. Le hasard, c'est pas pour lui, parce que lui, il y travaille. Le hasard, c'était moi. Donc bonjour à lui et à son fils. Donc comme tu vois, l'application de ce décentrement et de ces bascules permet de faire une correction très précise des perspectives, de la profondeur de champ et tout ça. Et c'est vraiment un outil de précision qui est non seulement apprécié des gens qui font ce genre de photos, que ce soit en intérieur, en architecture, il y a plein d'applications en fait, hein, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et non seulement c'est apprécié, mais pour beaucoup c'est nécessaire. Donc là, c'est vraiment un outil fantastique. Alors, quelques petites données techniques. Alors, donc tu as vu que c'est tilt, shift et rotation. Voilà, dans le tilt, c'est-à-dire que la bascule, c'est plus ou moins, alors c'est pas plus ou moins, c'est plus 8,5 degrés ou jusqu'à moins 8,5 degrés. C'est pas plus ou moins du style environ, non, non, c'est plus, moins, ok. Le shift, c'est-à-dire le déplacement, c'est plus, moins 15 mm. Donc tu peux être à 14, à 13, mais donc les deux extrêmes, je te donne. Et un truc qui m'a surpris, c'est que, alors j'ai essayé d'autres objectifs de décentrement, manuel de marque tiers, voilà, pas sur du moyen format, et il y avait un peu de vignettage. Et même sur les réflexes, à une époque, il y avait des objectifs comme ça que j'ai eu l'occasion de voir, et ça vignettait quand tu étais en déplacement maximum. Donc ma grosse surprise, c'était, mais c'est dingue, ça ne vignette pas. Et l'explication, en fait, est toute simple. C'est que le cercle qui couvre le capteur est 2 fois plus grand que le capteur. C'est-à-dire que quand tu es en déplacement maximum dans tous les sens, ça couvre complètement le capteur, donc il n'y a pas de chute de lumière, donc il n'y a pas de vignettage. Ce qui explique la taille de l'objectif et aussi le fait que la taille du filtre, 105 mm, c'est pas peu. Donc là, ils ont fait une prouesse, parce que c'est le gros problème des tilt and shift quand tu arrives sur les extrêmes, c'est le vignettage, et là, ce n'est pas le cas. Donc bravo, hein, carrément. Alors, comme tu as vu, le tilt, c'est pour la profondeur de champ, c'est-à-dire que la bascule, et le shift, c'est le déplacement pour la perspective. Alors, dans l'ensemble, j'ai principalement utilisé la perspective à cause du style de photo que je faisais. Alors normalement, quand tu fais du paysage,
Sauf si tu veux qu'il y ait une partie qui soit vraiment floue et tout ça, et vraiment faire une profondeur de champ assez spéciale, qui suit un mur, un truc comme ça. L'habituel, c'est travailler beaucoup plus avec le déplacement. Mais après, chacun sa petite méthode. Par contre, si tu utilisais le 90 mm tilt and shift qu'ils ont sorti, qui est aussi macro, ben, probablement, si tu fais de la photo de produit, ben là, tu vas utiliser aussi la bascule, justement pour avoir le produit qui soit complètement mis au point ou des choses comme ça. Mais après, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Moi, j'explique pour moi comment j'ai travaillé et voilà. OK. Alors, si on parle de la construction optique, c'est 16 éléments en 11 groupes. Il y a 3 lentilles asphériques, une super basse dispersion et 2 basses dispersions. Ben, on comprend tout de suite les résultats. La netteté est incroyable, il n'y a pas eu de problème de flair, il n'y a pas eu de problème de... quelquefois, les flairs ne sont pas visibles, mais c'est un peu laiteux. Et là, non, c'est vraiment une super optique à tout moment. C'est-à-dire qu'une netteté vraiment superbe et vraiment, vraiment très bien. Alors, 30 mm en moyen format, c'est l'équivalent de 24 mm en full frame, en plein format. Ça couvre un angle en fait de 84,7 degrés. Le diaphragme va depuis 5.6 jusqu'à f32. Alors, moi j'utilise en général la f8, f11. Ces genres d'objectifs, normalement, si tu l'utilises, sauf si tu veux faire un truc spécial, bah, c'est d'avoir la netteté maximum, c'est un peu ce que tu recherches. Donc bah, j'étais à f11 et j'ai pas eu de problème. La netteté était vraiment superbe. Il y a 9 lamelles sur l'iris, ce qui fait un flou qui est agréable. Mais bon, sur mon objectif, je n'ai pas vraiment recherché du flou. Mais voilà, pour que tu aies l'information si c'était ton cas. Alors, la mise au point minimum de distance, c'est seulement 30 cm. Ça veut dire que si tu voulais, même si ça c'est un grand angle, si tu voulais l'utiliser très près de quelque chose, tu pourrais. Ce qui peut être, avoir des applications très intéressantes. Alors la taille, tu as vu, hein, 138,5 mm de long sur 87,1 mm de diamètre, c'est costaud, et un poids de 1,3 kg, 1340 grammes exactement, et un taille diamètre de filtre de 105 mm. Donc c'est grand, c'est pour ça qu'il y a aussi une patte pour poser sur trépied. Voilà. Alors, pour trépied, mais même s'il n'y avait pas de patte, en fait, il faut toujours mettre ce genre d'objectif sur un trépied, parce qu'évidemment, si tu fais une correction, tu ne peux pas bouger. Il faut que ça soit bien placé et tout ça. Donc, ça, c'est important. Alors, la qualité optique me semble superlative. C'est vraiment un truc incroyable. De bord à bord, c'est superbe. Alors, évidemment, quand tu as fait les corrections logiques, correctes, hein. Mais je parle, si tu le mets tout au neutre et tu fais contre un mur, tu vois que de bord à bord, c'est nickel. Alors, n'oublie pas que si jamais tu te trompais un petit peu, eh bien de toute façon tu pourras avoir recours à un programme comme le Sharpen AI de Topaz pour corriger les zones que tu n'avais pas complètement fait la correction, tout comme ça. Mais enfin, c'est pas l'idée. L'idée, ça serait que ça sorte parfaitement mouliné directement de ton appareil photo. Ça serait l'idée. Alors, attention, hein, ce genre d'objectif, faut vraiment l'utiliser en étant concentré. Pourquoi? Ben parce que tu as il faut bien regarder ce que tu es en train de faire, les corrections que tu fais. Alors sur l'écran, c'est pas évident à voir parce que même si c'est un écran qui n'est pas minuscule, c'est pas évident. Normalement, celui qui fait ça, c'est un travail posé, concentré. Alors moi, j'ai pas mal de photos qui étaient un peu loupées parce que j'ai pas spécialement concentré, parce que les gens ils te parlent, tu te promènes, tout ça, tu vois des trucs, tout ça. Donc non, non, mais là, faut être, si c'est pour un client, tu te concentres au maximum. Donc j'ai eu pas mal de déchets, mais c'était de ma faute et non pas de la faute de l'appareil ni de l'objectif. Mais quand tu es bien concentré, c'est nickel. Alors, je te conseille, moi, ce genre de photo, c'est un petit peu comme la photo au grand format argentique, où tu regardais dans chaque coin de ton dépoli et tout ça, comment ça se marchait, comment ça allait. Et donc, là, je te conseille, même si tu peux, d'utiliser l'application de Fujifilm et regarder sur une tablette en grand pour que tu vois bien le look de ta photo et faire les corrections correctes. Moi, je pense que ça, c'est une super idée parce que ça va te permettre de faire la correction parfaite. Voilà. Et n'oublie pas que la mise au point est manuelle, c'est pas facile à voir au début. Moi, j'avais du mal, là, c'était de ma faute, pareil. J'arrivais pas à déplacer la loupe où je voulais. Et c'est pour ça que quand je faisais la correction, après, ça tapait pas où je voulais pour faire la mise au point. Mais enfin, j'ai compris. Ok, voilà. Donc, important. Il faut vraiment être concentré pour vraiment avoir de très très bons résultats. Mais ça, c'est comme tout genre de photo de ce genre, que ce soit paysage, architecture. Tu penses ta photo, tu analyses ta photo, tu fais tes corrections et enfin tu cliques. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
mais c'est un objectif superlatif. Alors, le gros problème des objectifs de ce genre que j'avais vu jusqu'à présent, c'est qu'il n'y avait pas de communication avec le boîtier. Tandis que là, oui, il y a une communication, même si c'est un objectif de mise au point manuel, il y a une communication. C'est-à-dire qu'à tout moment, dans mon viseur et sur les objectifs, je sais combien de degrés j'ai basculé ou je me suis déplacé, combien de millimètres je suis déplacé, la rotation qu'il y a eu, tout ça. J'ai toutes ces informations. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que tu prennes des notes. Si tu voulais refaire la même photo dans la même situation, il fallait prendre des notes, tout ça. Là, tu les verras dans les objectifs et tout ça. Et si tu veux faire plusieurs photos de suite, eh bien, tu vois si tu te déplaces d'un demi-degré ou d'un degré ou ceci, tout ça. Tu as toutes ces informations. Par contre, sur les autres systèmes, tu regardes les graduations, mais tu n'es pas sûr. Tandis que là, c'est indiqué dans le viseur, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est vraiment un plaisir d'utiliser ce genre d'outil, puisque tu es informé à tout moment de la correction que tu es en train d'apporter. Et ça te permet justement de comparer, faire différents essais et savoir précisément ce que tu es en train de faire. Parce que souvent, quand tu es sur des objectifs où simplement tu regardes les graduations, ça reste un petit peu à l'aveuglette, quoi. Tandis que là, même si ça a l'air précis, c'est pas aussi précis qu'un numéro qui t'indique dans l'écran, sur l'écran ou dans le viseur qui dit 3,5 degrés. Tu sais que c'est 3,5 degrés, c'est pas 3,4, c'est pas 3,8, ni c'est pas 4, c'est pas. Voilà, c'est super, quoi. Donc là, je trouve que c'est super cet outil de précision où tu es informé à tout moment de ce que tu es en train de faire et des corrections que tu es en train d'appliquer. Nickel. Alors, conclusion. Eh bien, moi je pense que, alors attention, on parle d'un objectif qui vaut une certaine somme, ok? C'est pas pour monsieur tout le monde, parce que tout le monde n'en a pas besoin, hein. C'est pas une question de monsieur tout le monde, il y en a qui valent plus que d'autres, hein, c'est pas l'idée, hein. Mais voilà, moi je le vois comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens font ce genre de photos, architecture, paysage, des photos posées, pensées, mais ils utilisent un full frame, un APS-C, un micro 4 tiers, et ils font la correction en post-production. Donc correction de perspective et tout ça. Si ces photos, c'est pour les mettre sur Instagram, il n'y a absolument aucun problème. On ne va jamais voir que les pixels sont étirés pour faire la correction. Par contre, si ton idée, c'est d'imprimer en grand pour faire une exposition, pour vendre et tout ça, eh bien, du pixel étiré, quand tu vas passer ton impression à 1 mètre sur 70 cm ou 2 mètres sur, je sais pas, 1 mètre et quelques, eh bien là, ça va se voir. Ça va se voir. Donc, il est indispensable d'avoir une correction optique et non pas numérique. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à comprendre la différence, mais quand tu vois imprimer, tu comprends tout de suite pourquoi il y a des gens qui achètent ça. Alors attention, tu peux dire, ouais, mais attention Eric, cet objectif plus un GFX 100 Mark II, ça fait une grosse somme. Oui, mais tu n'es pas obligé d'avoir un GFX 100 Mark II. Tu peux très bien avoir un 50S Mark II par exemple. Même on trouve encore des 50R. Parce que même si avec 50 millions de pixels, l'important là, c'est même pas les pixels. L'important, c'est la correction. Et cette correction, elle est optique. Donc, je crois qu'il y a des gens qui se trompent d'outils. Et je pense qu'il y a des gens qui seraient beaucoup plus, ça serait beaucoup plus logique. Et ils se trompent d'outils, mais quelquefois en dépensant de grosses sommes. Et pour certains, ils se rendraient compte qu'un GFX 50S Mark II plus cet objectif, c'est pas forcément plus cher ou beaucoup plus cher que ce qu'ils ont actuellement sur un autre format. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre ça, que c'est un outil dont tout le monde n'a pas besoin, mais ceux qui font ce genre de photos, eh bien, ils vont adorer. Ils vont adorer parce qu'ils vont avoir une correction, une qualité, c'est nickel, quoi. Et donc, je pense que oui, si tu fais partie de ces gens-là, eh bien, c'est le genre d'objectif que tu vas adorer. Alors, si tu ne peux pas te le permettre, ben bon, c'est pas un drame, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie, donc c'est pas grave, hein, voilà. Mais si tu peux te le permettre, et ce genre de photos que tu fais, mais n'hésite pas une seconde parce que je pense que tu vas être vraiment très très content. Moi, j'étais vraiment bluffé et je pense que tous ceux qui font ce genre de photos, ils vont adorer. Donc, pour moi, pour ces gens-là, pour les autres, je peux ni recommander ni non recommander, puisque ce n'est pas le type de photo ou le genre d'outil dont ils ont besoin. Mais ceux qui ont besoin de ce genre d'outil, pour moi, il est complètement recommandable. Et moi, je dirais, fonce, c'est vraiment un truc qui va te plaire. Donc, te plaire et être utile, parce que ça plaît, c'est une chose, mais que ça soit utile, c'est encore mieux, à mon avis. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à Olivier Saint-Géry de Fujifilm France de m'avoir prêté ce matériel exceptionnel. Merci à Digiphoto de m'avoir présenté Olivier il y a quelques temps et on s'est revus. Merci aussi à Jean-Paul Gauche et à Fernando Ricardo
pour avoir fait la petite virée avec moi pour essayer ces photos et cet appareil aussi, les photos de making of et tout ça. Je remercie tous les deux. Et voilà, donc je vais dire merci à mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire et tu les monteras sur leur plateforme et tu as des professeurs qui sont diplômés en photographie qui vont te faire les corrections, dire ce qui va pas et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui t'encourage, qui te motive, qui te corrige, te dit ce qui va pas, tout ça, voilà. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro. Alors, le mieux, c'est que tu parles avec eux. Le téléphone est gratuit. Je te laisse en description aussi le lien vers leur site et tout ça. Mais appelle-les, c'est gratuit. Et tu expliques un petit peu pourquoi tu veux te former, quel est ton but, ce que tu aimerais apprendre et tout ça. Et ils vont dire quelle est la formation qui correspond le mieux à tes besoins. Alors, les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, il y en a qui passent 8 heures, d'autres qui passent 12 heures, d'autres qui passent 15 heures. Ça dépend de tes connaissances au départ et ça dépend de l'avancement et de l'avancement du cours, évidemment. Alors, les tarifs, ils t'en parleront aussi. Les moyens, les formes de paiement. Oh, ben, il y a plusieurs manières, hein. Il y a la manière élégante, comme on dit, l'autofinancement, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes, voilà. L'autre option, ben, peut-être que tu es demandeur d'emploi, donc parle avec ton conseiller à France Travail, ex-Pôle emploi, et dis que tu aimerais te faire une reconversion vers la photographie, et tu expliques un petit peu le stage que tu aimerais faire, et ben, il t'expliquera un petit peu ce qu'il faut faire, les démarches à faire. Et puis après, il y en a qui font ce qu'on appelle ce qu'ils utilisent ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions d'utilisation. Par exemple, si tu voulais te former une fois à la retraite et tu n'y es pas encore, inscris-toi avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par autofinancement, oui, mais par CPF, non. Donc n'oublie pas de t'inscrire avant de partir. Tu pourras faire la formation une fois à la retraite sans problème. Autre chose, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Donc, sauf pour les demandeurs d'emploi, quand elle sera appliquée, apparemment, les élèves devront payer une partie de leur poche, que ce soit la photographie ou n'importe quelle formation. Alors, ce qui n'est pas clair, si ça va être 10 euros, 10% ou 30%. C'est pas clair du tout. Le seul truc qui est clair, c'est tant que la loi n'est pas appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, inscris-toi au plus vite. Parce que tu commenceras, même si tu commences la formation, il faut que la loi est appliquée. L'important, c'est que tu t'es inscrit avant. Mais le mieux, c'est de parler avec eux. Donc, je te laisse toutes les manières de contact. Et n'oublie pas aussi de dire que tu viens de ma part. Tu recevras en appui pédagogique un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc, je te laisse tous leurs liens, tout ça. Et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Merci Arvia d'avoir sponsorisé mes vidéos. Merci à toi de l'avoir vu. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiroud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiroud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien ça me file un coup de main. D'ailleurs, si tu as un code promo, il y a une case à côté qui marque code promo, tu le mets à côté, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement les codes promo sur mes réseaux sociaux. Je te laisse aussi, et je te remercie beaucoup parce que ça m'aide vraiment, hein. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott. D'autres liens affiliés, aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!